Dans le Mac de la santé aujourd'hui, nous sommes obligés de revenir sur l'hantavirus, puisqu'une Française a été contaminée et testée positive à ce virus et hospitalisée. Oui, elle est arrivée hier sur le territoire français. Alors, on a plein de questions. Comment va-t-elle? Quels sont les risques liés à cette infection à l'hantavirus? Et plus généralement, est-ce qu'il faut être inquiet? On va poser toutes ces questions à une spécialiste. C'est dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la santé. J'espère que vous avez passé un agréable week-end malgré la pluie qui s'abat depuis dimanche. Alors il paraît que c'est les Saintes Glaces, que c'est normal. Toujours est-il qu'on est content de vous retrouver au chaud, au sec pour une heure d'émission dans la joie, la bonne humeur et les conseils que vous allez pouvoir donner à nos téléspectateurs. Bonjour Rim. Bonjour Jimmy. Aujourd'hui vous répondez à la question d'Amel à propos de l'hygiène du nombril. Et oui, elle se demande s'il faut le nettoyer tous les jours et comment ne pas l'irriter. Alors, c'est vrai que c'est une question qui semble assez légère comme ça, mais on est tous concernés. Donc voilà, on aura plein de conseils pour avoir un beau nombril et peut-être le montrer. Qui sait, bon, Qui sait? peut-être. vous, Jimmy. On verra. Je veux voir le nombril de Jimmy. Benjamin Lévesque, est-ce que vous avez un beau nombril? Bonjour. Je suis content de mon nombril, ouais. Vous êtes content de votre nombril? Oui, je suis content de mon nombril. C'est une drôle de C'est réponse. une partie de mon corps que j'aime bien. Oui. Très bien, on est ravis qu'elle l'aille bien. Toujours est-il que vous allez nous donner des conseils à propos d'accessoires pour traiter les allergies. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des accessoires qui promettent de nous soulager, notamment ces petits accessoires à lumière rouge à placer dans les narines. On verra si ça fonctionne ou pas. Contre le pollen, les allergies saisonnières. Exactement. Alors, et je précise que vous avez des accessoires qui peuvent vraiment aider les Français. Là, aujourd'hui, c'est une bonne chronique. Ouais, il y a un bon cru. Ça change d'habitude. Non, je plaisante, Benjamin. Pauline Deroulette, bonjour. Bonjour, Jimmy. On va parler notamment d'harcèlement scolaire avec vous. Oui, c'est moins joyeux, mais malheureusement, on en parle encore et on va voir ensemble que parler peut sauver des enfants, qu'on peut tous être concernés de près ou de loin, et on verra comment. Le Mac de la santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons en baie de Somme, lieu prisé par les pêcheurs de coquillages. Coquillages qui peuvent être contaminés par des bactéries et nous verrons comment ils sont surveillés par les scientifiques. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions à propos des traitements que vous prenez au long cours. Un malade chronique sur deux ne le suit pas correctement. Alors par oubli, par peur des effets secondaires ou parfois, disons-le clairement, par ras-le-bol, eh bien nous serons avec un médecin interniste. Et si vous avez du mal, vous aussi, à prendre vos médicaments, vos traitements, dites-le nous, car nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, nous envoyer vos réactions par SMS au 41 555. Et tout de suite, c'est le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour, Jimmy. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. C'est une information qui vous inquiète peut-être et qui pose de nombreuses questions. L'un des passagers français rentré hier de la croisière MV Ondus a été testé positif à l'hantavirus. Et c'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, ce matin. Cette femme qui présentait des symptômes pendant son rapatriement hier est bel et bien infectée par le virus. On a également appris que son état de santé s'était dégradé cette nuit. Comme les 4 autres Français anciens passagers de la croisière, elle est prise en charge à l'hôpital Bichat, c'est à Paris. Et pour en parler, nous recevons le docteur Marie Jaspard, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine, c'est à Paris, c'est la PHP. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle les infections émergentes, parmi lesquelles on retrouve l'hantavirus ou les hantavirus. Alors, comment est-ce qu'on prend en charge une patiente positive à l'hantavirus ? Alors là, actuellement, donc, pour rentrer dans le vif du sujet directement, il n'y a pas de traitement spécifique disponible, malheureusement. On fait de la recherche depuis des années sur les virus et les médicaments contre les virus, mais pour l'instant, on n'a rien contre cet hantavirus précisément. Là, toute la prise en charge repose sur ce qu'on appelle les soins de support. Alors, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais c'est très important, dans les viroses notamment. C'est de traiter le patient et les symptômes du patient, mais de manière extrêmement appuyée. En réanimation, on peut compenser l'activité rénale, hépatique, pulmonaire, cardiaque, tout ça, pour éviter que le patient succombe au virus et pour essayer de sauver notre patient ensuite. Alors, la patiente a présenté des symptômes, elle s'est dégradée assez rapidement. C'est ce qu'on observe dans cet hantavirus qui provient des Andes, une dégradation rapide et importante. C'est ce qui est décrit, en effet. Généralement, entre l'hospitalisation et la dégradation, ça va extrêmement vite. C'est effectivement ce qu'on connaît de cette maladie, qu'on ne connaît pas très bien, faut quand même se le dire. Hein. Il y a extrêmement peu de cas. C'est des cas qui étaient principalement en Amérique du Sud jusque-là, de cette souche précisément. Donc on ne connaît pas tout. Mais effectivement, ce qui est décrit, c'est cette durée entre le début des symptômes et l'aggravation extrêmement courte. Vous avez évoqué la réanimation. On sait aussi qu'elle est hospitalisée dans une chambre à pression négative. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors ça, c'est pour essayer de limiter la propagation. Donc c'est extrêmement important dans ce contexte-là.
entre le patient et le personnel de santé. Ça, c'est vraiment très important parce que si on commence à contaminer les soignants, on va être assez embêté pour prendre en charge les gens. Et donc ces chambres-là, c'est des chambres très isolées, très fermées, avec généralement un sas à l'entrée, c'est-à-dire une espèce d'espace entre la chambre et le couloir pour pouvoir s'habiller, se déshabiller, stocker le matériel et se déshabiller en toute sécurité. Et puis, il y a une pression qui est faite pour aspirer l'air dès qu'on ouvre une porte. C'est-à-dire que l'air de la chambre reste dans la chambre. Il n'y a absolument aucun transfert d'air vers l'extérieur. Donc ça, c'est pour ce qui concerne cette patiente testée positive. On sait aussi que 4 autres Français qui avaient aussi participé à la croisière ont également été rapatriés. Ils sont hospitalisés, mais pour le moment, ils ne présentent pas de symptômes. On les considère donc comme des cas contacts. Comment ils sont pris en charge, eux ? Normalement, pour l'instant, on les observe, on les suit de très près. Peut-être qu'on leur fait même des prélèvements pour regarder s'ils ont du virus qui apparaît dans le sang. On leur fait rien de particulier, à part les observer, les surveiller. Et évidemment, toute la question, c'est s'ils développeront des symptômes et s'ils vont s'aggraver. Mais pour l'instant, il n'y a pas de prise en charge médicale spécifique pour l'instant. Il y a des projets de recherche en cours pour éventuellement s'occuper de ces patients un peu différemment. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est validé. Mais ils sont gardés aussi pour le moment hospitalisés en effet. dans le même établissement. Tout à fait. On cherche aussi des personnes que ces voyageurs auraient pu croiser alors avant la croisière, c'est-à-dire dans les différents avions qu'ils ont pu prendre. Il y a si jamais ces personnes sont identifiées et qu'elles ne présentent pas de symptômes, est-ce qu'il y a un vaccin qui pourrait prévenir l'infection ? Absolument pas. Pour l'instant, il n'y a aucun vaccin sur cette souche d'hantavirus, malheureusement. Il y a eu des recherches qui ont été en cours, mais qui ne sont pas assez avancées pour pouvoir être utilisées chez les individus, actuellement chez les contacts. On identifie les contacts d'une certaine façon. Alors effectivement, il faut avoir été en contact plus ou moins rapproché avec des gens qui ont été confirmés. C'est surtout sur le bateau, majoritairement, mais aussi il y a des gens qui sont sortis du bateau, qui ont été dans différents points, malheureusement, du monde. Et autour de ces transferts en avion, il y a des contacts qui ont été identifiés et qui sont actuellement aussi suivis, surveillés de manière rapprochée par plusieurs pays, parce qu'évidemment, c'est multi-pays, cette histoire. Et donc, dans chaque pays, chacun a ses politiques pour suivre ces gens-là et les protéger en premier lieu, et puis protéger la communauté, la population d'une éventuelle transmission. Vous parlez de transmission, justement, on va essayer de comprendre comment le virus se transmet avec un cas qui a bien été décrit, notamment en 2018, en Argentine, avec une épidémie que vous allez voir qui pose quand même quelques questions. Tout part d'un Argentin qui a été contaminé, on le sait, par un rongeur. Il va développer des symptômes, un syndrome grippal, de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, mais il va continuer de vivre et d'avoir une vie sociale normale. Il va participer à un anniversaire où seront présents 100 personnes. Il ne va rester que 90 minutes, mais il va réussir à contaminer 5 personnes autour d'elle, dont le cas numéro 2 qui va nous intéresser. Ce cas numéro 2, lui également, va présenter des symptômes. Il va contaminer 6 autres personnes, dont son épouse. Malheureusement, ce cas numéro 2 va s'aggraver assez rapidement et il va décéder. L'épouse organise donc des funérailles qui, à son tour, elle, va contaminer, ça a été un peu rapide, une dizaine de personnes. Donc finalement, on part de 34 cas, 11 décès, 3 personnes responsables de 2 tiers des contaminations. Ça veut dire que ce virus il se transmet comment ? Par les gouttelettes, par la salive, et puis on contamine. Là, on voit beaucoup de personnes parfois un peu moins. C'est un peu complexe. Alors ça, c'est assez classique des infections virales. Donc effectivement, il y a des gens qui ont une charge virale très élevée dans leur liquide, tout liquide biologique, et qui peuvent contaminer beaucoup de monde. Malheureusement, on a vu ça sur toutes les maladies virales, Ebola, Lassa, le Covid. Et donc effectivement, ces personnes-là vont contaminer beaucoup de monde par ces liquides biologiques. Liquide biologique, ça veut tout dire et rien dire, c'est difficile à comprendre. C'est tout liquide, c'est-à-dire les larmes, la sueur, le liquide vaginal, la salive, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, en fonction de la proximité du contact, on peut contaminer les gens comme ça. Alors, est-ce que la question va être, est-ce que c'est respiratoire ? Parce que tout le monde ne pense qu'à ça. Enfin, peut-être que j'anticipe la question, je suis désolée. Oui, est-ce que c'est respiratoire ? Merci. C'est très difficile de répondre parce qu'en fait, il y a respiratoire et respiratoire. Un vrai virus respiratoire, comme la grippe, le Covid, ça se met en aérosol, ça s'asperge dans un wagon de métro assez rapidement. Un virus comme ça qui est dans les liquides, c'est des liquides, donc c'est dans des grosses gouttelettes que le virus se positionne. Et donc ces grosses gouttelettes, elles sont assez proches en fait finalement de la personne qui excrète. Donc ça ne peut pas être à l'autre bout du wagon de métro. Mais par exemple, moi qui suis juste en face de vous, on a environ 1,50 m d'espace. Si j'étais positif, est-ce que je pourrais vous contaminer sur cette distance-là ? Je ne peux pas vous répondre à 100%, bien entendu, mais ce n'est pas impossible. S'il y a énormément de sécrétions, si vous postillonnez beaucoup, et ce qui n'est pas votre cas, je rassure tout le monde, en effet, il n'est pas impossible qu'une contamination comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même
transmission respiratoire avec cette espèce de nuage de virus qui inonde toute cette pièce ou même d'autres environnements. On évoque quand même jusqu'à 6 semaines d'incubation pour ce virus. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait voir émerger dans les semaines et même peut-être, pourquoi pas, dans les mois qui viennent, des cas un peu partout à travers le monde? Oui, c'est tout l'enjeu. C'est que là, il faut réussir à maîtriser les fameux 45 jours pour tous les gens qui ont été en contact avec des patients confirmés. 45 jours pendant lesquels ils peuvent déclarer la maladie effectivement à tout moment. Sachant quand même qu'il y a une médiane autour de 2-3 semaines qui est la majorité des cas où les patients se déclarent une maladie en général 2 ou 3 semaines après leur contact. Vous avez évoqué le Covid, c'est vrai qu'on l'a tous en tête. Il y a cette patiente qui a été testée positive ici en France. Il y en a un autre qui a été testé positif aux États-Unis. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter finalement? C'est une question très difficile, merci de me la poser. Non, c'est compliqué parce que les soignants font leur travail, les politiques font leur travail pour contraindre et pour restreindre la diffusion de la maladie. À date, aujourd'hui, ce jour-là, les choses sont cadrées. Les choses sont cadrées, on sait exactement où sont les contacts, le suivi des contacts est extrêmement efficace, les gens sont isolés, sous réserve qu'ils restent isolés, bien entendu. Et ça, c'est très important, que les gens isolés restent isolés, c'est quelque chose qui est très important. On pourra en savoir plus dans les jours qui viennent, en fait. C'est les 4 personnes qui restent à Bichat. Est-ce qu'ils vont développer des symptômes? Est-ce qu'ils vont être malades? Ça va avancer. Après, ce qui est inquiétant, c'est que la mortalité est élevée. Et ça, c'est vrai que pour nous, les soignants, presque un patient sur 2 qui décède, c'est vraiment, pour nos patients, c'est vraiment inquiétant. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de ces Merci beaucoup. précisions. Une dose d'espoir maintenant pour les patients atteints de neuropathie. Vous savez, la neuropathie, c'est une atteinte des nerfs qui touche un tiers des personnes qui sont traitées par de la chimiothérapie. Alors ça peut se traduire par des fourmillements, des brûlures ou une perte de sensation. Autant de symptômes douloureux et résistants au traitement qui compliquent les gestes du quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'une équipe de chercheurs a trouvé une molécule potentiellement capable de limiter ces neuropathies. Voyez ce reportage de Clément Tournigan, Guillaume Biraud et Véronique Bourgin. Répondre au téléphone est un défi pour Martine. Si je me lève trop vite, j'ai l'impression que je vais tomber parce que je ressens mal mes appuis. Elle est atteinte d'une neuropathie, une altération des nerfs apparue après ses séances de chimiothérapie pour traiter un cancer de l'estomac. 4 ans plus tard, les effets secondaires sont toujours présents avec parfois des accidents. Je me suis levée la nuit pour faire pipi, tout bêtement. Et en fait, je ne me suis pas méfiée, je me suis levée comme une balle et je suis tombée parce que là, je n'ai pas du tout senti mes pieds. Et Martine a en permanence un sentiment d'inconfort. Je le sens continuellement. Là, en vous parlant, j'ai les doigts qui me piquent, les pieds. Quand je suis dans des gestes qui demandent de la précision, je tremble. Comme elle, un tiers des patients ayant reçu une chimiothérapie souffrent de neuropathie. C'est globalement une dégradation des nerfs, en particulier des nerfs de la sensibilité. Ces nerfs qui sont assez fragiles puisqu'ils sont très très loin du corps, ils ont besoin de nutriments, et bien ces nerfs peuvent être perturbés par des modifications du métabolisme et donc les chimiothérapies du cancer, elles sont connues pour donner des neuropathies. Et face à ce problème, les médecins manquent encore de solutions. Alors aujourd'hui, la prise en charge n'est pas satisfaisante parce qu'il n'y a aucun médicament qui permette d'éviter, de protéger en quelque sorte le nerf, d'éviter qu'il y ait une neuropathie. Donc si nous avons un jour un médicament qui est capable de faire ça, nous serions très heureux. Après 10 ans de travail, ce centre de recherche grenoblois pourrait bien avoir trouvé une molécule prometteuse. Pour cela, il faut d'abord protéger les neurones responsables du message nerveux. Alors ce qu'on voit ici, c'est des neurones que nous avons mis en culture et qui sont marqués avec un marqueur fluorescent. C'est pour ça qu'on est dans le noir. Et ces neurones, on les a traités par un médicament anticancéreux et on voit qu'on a perdu beaucoup de neurones, c'est beaucoup moins touffu. Et si on met la molécule que nous avons découverte, on a des très beaux neurones, bien lisses, magnifiques. Donc la molécule que nous avons découverte protège les neurones des agressions de la chimiothérapie. Résultat, les terminaisons nerveuses, ici, en vert, sont intactes. Les patients devront encore attendre pour bénéficier de ce traitement. Cette nouvelle molécule devrait être testée sur l'homme d'ici 5 ans. Eh bien, c'est vraiment passionnant et vraiment porteur d'espoir. La Foire de Paris se termine ce soir, mais déjà, le concours Lépine a remis ses médailles pour saluer la création et l'innovation. Et nous voulions vous faire découvrir l'invention de Nicolas Perrin-Gilbert qui a été récompensé. C'est une béquille. Alors habituellement, on s'y soutient grâce aux mains, mais lui a imaginé un modèle qui permet de s'y appuyer via le coude et ainsi de libérer la main, justement, et donc de pouvoir attraper un verre, une assiette, un plateau repas à la cantine et pourquoi pas faire quelques courses aussi. Oui, et vous portez également son bébé.
bébé. C'est Mais d'ailleurs oui. ça qui a motivé notre inventeur. Oui, il utilise des béquilles depuis 6 ans à la suite d'un cancer des os. Il voulait en effet gagner en autonomie pour s'occuper de son fils. Et comme il n'a pas trouvé d'équipement adapté à ses besoins, il a inventé son propre modèle qu'il espère maintenant développer pour que d'autres puissent en bénéficier. Bah, c'est grave cool, hein. Bravo Ouais, à lui. très Merci belle beaucoup histoire. Emma pour cette jolie découverte. À demain. À demain. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous verrons comment et pourquoi il est important de prendre ces traitements tous les jours et tout particulièrement quand on est atteint d'une maladie chronique. Nous serons avec le professeur Stéphane Mouly. Il est médecin interniste. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans la Somme à la rencontre de pêcheurs à pied et des coquillages qui peuvent être contaminés par des bactéries. Lunettes, filtres pour le nez ou encore photothérapie. Est-ce que ces accessoires qu'on trouve notamment sur les réseaux sociaux peuvent nous soulager des allergies saisonnières ? Eh bien, vous allez voir que certains marchent. C'est la chronique de Benjamin Lévesque. Un nouveau sport très intense qui mêle des exercices de fitness à une course à pied, très peu connu du grand public, mais qui cartonne en France. Ça s'appelle l'Aerox. C'est notre championne Pauline Déroulède qui nous en parle. Nous répondrons à la question d'Amel, une téléspectatrice qui aimerait savoir comment nettoyer correctement et efficacement son nombril. Alors c'est vrai que c'est un peu déroutant, on n'y pense pas toujours, mais c'est Rim qui lui répond dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes en direct, vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Rim, Benjamin, Pauline, très content de vous retrouver. Benjamin, le nez qui coule, la gorge qui gratte, les yeux qui démangent. Vous êtes venu avec des accessoires qui pourront peut-être nous soulager des allergies saisonnières. Et vous avez 3 objets et on commence avec des lunettes. Oui, donc je vous présente cette paire de lunettes, Jimmy. Alors, c'est pas du tout pour aller nager à la piscine. Non, c'est pour se protéger des pollens. Regardez, ce sont des lunettes assez classiques auxquelles on a rajouté des joints. Alors, ça peut être en silicone ou en plastique, tout autour des yeux, mais également au niveau des branches un peu plus épaisses. Et en fait, vous allez pouvoir les mettre sur le visage. Et donc là, en fait, ça vous permet de vous balader en extérieur tout en étant protégé du vent, des poussières et surtout des allergies. Alors celle-ci, elle coûte une dizaine d'euros. Alors il fait pas très beau aujourd'hui, mais il en existe des versions solaires. Alors ça a l'air plutôt pas mal, c'est presque du bon sens. Qu'en disent les médecins et les allergologues ? Alors ce qu'ils m'ont dit, c'est que si vous n'avez pas peur du ridicule, allez-y, c'est une bonne chose. Elles sont- Ça. Mais elles sont ridicules. Moi, alors. celle-là, C'est les plus soft, hein. C'est Ah les oui. plus soft, mais on peut en trouver des beaucoup plus Massives. grandes et massives. Ouais, effectivement. Elles vous vont bien. Alors la médecin allergologue que j'ai interrogée, le docteur Karine Billard, m'expliquait que ces lunettes permettent effectivement de limiter au maximum l'entrée des pollens dans les yeux. C'est notamment particulièrement intéressant pour les personnes qui souffrent de symptômes oculaires comme les conjonctivites allergiques, comme on le voit à l'écran. En revanche, ça ne protégera pas des pollens qui rentrent par le nez ou la gorge ou les oreilles. Mais c'est un bon début, notamment pour ceux les qui yeux, c'est courent, très qui bien. font un peu de course à pied, ça peut aider, ou même ceux qui doivent travailler en extérieur. On passe à un autre accessoire qui se met dans le nez avec des lumières un peu particulières. Oui, c'est un appareil de photothérapie nasale. Vous le voyez, donc c'est un petit accessoire qui est muni de 2 petites ampoules LED et dès qu'on l'allume, hop, voilà, elles deviennent rouges, donc ça émet de la lumière rouge et l'idée c'est qu'on va venir les insérer dans les narines comme ceci et l'idée c'est de faire des mini-séances de photothérapie, une dizaine de minutes par jour. En fait, dès que vous ressentez les premiers symptômes des allergies, voilà. Si vous avez le nez qui démange, le nez qui coule, hop, tout de suite, vous allez venir placer les petites ampoules LED dans le nez. Et ça calmerait en fait les allergies au niveau du nez. Alors c'est vrai qu'on a l'air un peu ridicule, mais est-ce que ça marche ? Alors sur le papier, c'est pas si bête. Hein. Le principe est grosso modo le même que, vous savez, les masques LED pour le visage. C'est de la lumière LED, donc c'est une lumière qui aurait des vertus anti-inflammatoires. Et l'idée, en fait, ce que me disait l'allergologue, le docteur Isabelle Bosset, c'est qu'elle m'a confirmé que l'idée n'est pas idiote. Hein, c'est pour réduire l'inflammation au niveau du nez, mais qu'il n'y a pas de preuve scientifique, que ça existe au niveau de la muqueuse nasale. On ne sait pas si ça permet scientifiquement de faire diminuer vos symptômes allergiques au niveau du nez. Et pour elle, il n'y a pas de grand danger à utiliser cet appareil, mais il ne faut pas s'attendre à un grand résultat et on l'en trouve à partir de entre 15 et 40 euros en moyenne. Alors Benjamin, vous avez un 3e accessoire et je vais demander à Pauline Déroulède de couper son téléphone portable qui fait des petites interférences de ce qu'on me dit dans l'oreille. Donc vous pouvez couper votre téléphone. Ça, c'était vraiment premier degré. Genre, vous coupez vraiment le téléphone. Parce que vous allez nous parler d'un 3e accessoire qui se met dans le nez également. Oui. Plus discret,
mais un peu déroutant. Beaucoup plus discret, ce sont des filtres nasaux. Je ne sais pas si on les voit, ils sont tellement discrets qu'ils sont vraiment tout petits. Donc, petit accessoire qu'on peut acheter pour une vingtaine d'euros. Vous allez le voir à l'écran, ce sont donc les petits dispositifs à venir clipser dans les narines, donc pour créer une sorte de mini grillage très resserré dans le nez. Je vais le faire en même temps. Donc, voilà, vous le clipsez dans le nez de façon assez discrète. Alors l'idée c'est de le faire avant d'aller au travail et pas de le faire devant les collègues. Et le principe là, il est comme les lunettes, il est mécanique. Donc on bloque en fait le pollen avant qu'il ne rentre dans les voies respiratoires. Et toutes les personnes que j'ai interrogées ont validé le concept. C'est pas vrai. Ouais, Ok. tous les médecins allergologues m'expliquaient que ça permet effectivement de réduire en fait toute la quantité de pollen qui pourrait passer par le nez, de soulager tous ces symptômes au niveau du Vous nez. respirez correctement, Benjamin Alors, là, ou pas ouais, je vous rassure, je ne ferai pas un marathon, mais Mais on ça peut va. respirer. C'est plutôt discret, hein, C'est pas gênant très- Vous ne sentez pas Non, ça va. Ok. Mais je ne ferai pas l'Aerox Ouais, ni de la course, mais ouais, comme ni ça de la déjà. course. Mais comme ça, là, honnêtement, on s'y habitue. On arrive à respirer. Et ça fait vraiment juste un filtre au niveau de chaque narine. En revanche, attention à bien choisir la taille, parce qu'il faut vraiment que ça épouse. Là, vous voyez, c'est pas forcément la bonne taille de mes narines, mais il faut vraiment que ça épouse la même forme que les narines pour éviter qu'il y ait un espace et que le pollen puisse rentrer. Et ça ne protégera pas des pollens qui rentrent par les yeux Évidemment. ou la gorge. Donc, à combiner, par exemple, lunettes plus filtre nasaux. Et là, vous êtes tranquille au Tous niveau ces du accessoires, nez, on les trouve et des comment, yeux. Benjamin? On les trouve facilement sur Internet. Entre 15 et 40 euros. Et puis, on n'oublie pas, bien sûr, tous les conseils d'hygiène traditionnels. Les sprays nasaux pour retirer les pollens du nez, le sérum physiologique pour retirer les pollens des yeux, et puis se rincer le soir, se rincer même les cheveux. Pas besoin forcément de faire un shampoing, mais au moins les rincer pour faire tomber tous les pollens. Et merci Benjamin de toutes ces explications. Et tout de suite, on retrouve Pauline Déroulède. Mais avant ça, on a reçu la question de Léon Pierre qui nous dit prendre un traitement pour l'hypertension artérielle tous les jours et il nous demande si c'est grave d'oublier parfois un comprimé. Eh bien, Léon Pierre, nous répondrons à votre question, ainsi que celle de Géraldine, Odile, Maryse et j'en passe dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré aux médicaments qu'on prend quand on a une maladie chronique. Pauline, vous avez choisi un mot, une photo et un contenu sur les réseaux qui vous ont marqué et on commence par votre mot. Mon mot de la semaine, hélas, c'est le mot harcèlement, puisqu'une enquête toute récente, qui vient de sortir du Défenseur des droits, donc pour rappel, c'est une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens. Cette enquête, elle a dit qu'un parent sur trois déclarait que son enfant avait déjà subi du harcèlement à l'école, donc c'est quand même assez énorme. Et derrière ce mot, évidemment, il n'y a pas seulement les insultes, les moqueries, il y a aussi les différences de traitement, l'exclusion, les humiliations répétées que peuvent subir des enfants. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup d'enfants concernés, qui sont ciblés, surtout pour ce qu'ils sont, donc ça peut être un handicap, visible ou invisible, une apparence physique, une origine sociale, enfin, il y a tout est une bonne raison d'harceler, une différence, en fait, tout simplement. Et ça dit, je pense, de notre société qu'elle n'a toujours pas accepté, en tout cas qu'il y a une difficulté encore à accepter la différence chez les autres, alors que ça peut être le plus beau ou ce qui mérite d'être vu et d'être regardé, apprécié. Et on rappelle que le harcèlement scolaire peut avoir de graves conséquences chez l'enfant, décrochage scolaire, désocialisation, de l'anxiété, la dépression, des conduites autodestructrices, voire même un passage à l'acte suicidaire. Voilà, c'est pour ça qu'on a tous un rôle à jouer, une responsabilité individuelle, collective, on le redit ici, qu'on soit élève, parent, ami ou témoin, si on est témoin d'un cas de harcèlement scolaire. Donc on peut le dire, c'est un enfant par exemple qui change brutalement de comportement, qui a peur d'aller à l'école, ça c'est déjà un gros signal d'alerte. Il ne faut surtout pas banaliser les moqueries répétées, aussi les violences en ligne, parce que ça arrive aussi sur les réseaux sociaux. Donc je m'adresse à nos téléspectateurs, si vous vous sentez concerné de près ou de loin en cas de harcèlement, il y a un numéro national à retenir, c'est le 3018. C'est important de le rappeler, les enfants ne vont pas dire spontanément qu'ils sont victimes de harcèlement. Toujours regarder les signes indirects. Un enfant qui se plaint d'avoir mal au ventre, qui ne veut pas aller à l'école le dimanche, qui se remet à faire pipi au lit. Il était propre et la nuit, il se met à faire pipi. Ça ne veut pas dire qu'il est harcelé, mais qu'il se passe quelque chose. Vous avez raison. Observez tout changement de comportement de votre enfant. Il ne sera peut-être pas harcelé, mais il faut toujours creuser. On passe maintenant à votre photo de la semaine. Tout à fait, un tout autre sujet. Donc avant, je pose la question ici. Et si les meilleurs joueurs de tennis boycottaient le plus beau tournoi du monde, selon moi, à savoir Roland Garros, qui débute dans une semaine? Alors, l'idée paraît folle, mais
peut-être que ce n'est pas totalement impossible, puisqu'il y a une lettre qui a été envoyée par le top 20 mondial chez les hommes et chez les femmes aux instances du tennis, puisqu'ils regrettent finalement que leurs gains, donc vous savez le fameux prize money que gagnent les joueurs quand ils sont en compétition, n'augmentent pas aussi rapidement que les recettes des tournois majeurs. Alors c'est vrai que c'est assez fort, mais une voix encore plus forte s'est élevée publiquement. Effectivement, Jimmy, c'est Aryna Sabalenka, donc la numéro 1 mondiale incontestée du tennis, très forte personnalité, hein, on aime ou on déteste. En tout cas, c'est une joueuse qui voilà, dit ce qu'elle pense et elle s'est positionnée fermement sur ce débat en disant notamment qu'un boycott pourrait devenir la seule façon de défendre leurs droits. Et moi, je m'interroge, et en tout cas, je voulais saluer cette prise de position affirmée de la part d'une femme sportive, parce que c'était presque encore impossible ou très rare il y a encore quelques années. Et finalement, voilà, c'est une femme qui prend la parole sur un grand sujet. Voilà, ça peut être politique, économique, dans son sport. Et aujourd'hui, quand une Sabalenka parle, ça pèse dans le débat. Et derrière, ça fait d'ailleurs réagir des joueurs masculins, notamment Yannick Sinner dernièrement. Et c'est le signe d'une parole sportive féminine qui se libère et qui s'assume publiquement. Moi, je trouve ça très bien. Et j'espère que cette révolution va continuer dans le temps. Est-ce qu'on peut se permettre de vous demander comment ça se passe pour vous sur le circuit du tennis fauteuil? Est-ce qu'on peut parler un peu argent pour savoir ce que vous pouvez potentiellement gagner versus les autres? Mais avec plaisir, en toute transparence. Alors clairement, on n'est pas dans les mêmes combats, Jimmy. C'est pas le même monde. En fait, l'industrie de notre sport n'est pas du tout la même que celle de le circuit valide. Pour vous donner un ordre de grandeur, un joueur de tennis fauteuil gagne un premier tour à Roland-Garros dans le tableau principal. Il gagne à peu près 7 000 € versus 40 000 € pour un joueur valide en qualification. Et moi, voilà, si je gagne Roland-Garros demain, ce que je me souhaite, parce que ce n'est pas une question d'argent, je vais gagner à peu près 60 000 €, alors qu'un... Sinner, Alcaraz va à peu près gagner 3 millions d'euros. Voilà, donc on n'est pas du tout dans le même monde. Et voilà, on espère que ça va continuer d'avancer. On équilibre un peu plus la balance, effectivement. Tout à fait. On termine par votre contenu que vous avez glané sur les réseaux. Et ça va vous parler, Jimmy. Regardez ces images, c'est le nouveau phénomène sportif à la mode, le format Aerox. Donc lui, c'est Quentin Garel, donc c'est un vrai champion, un athlète français d'Aerox qui explose sur la scène française. Donc c'était un nageur, il était aussi triathlète semi-pro. Bon, bref, il avait un bon profil, hein. Et il s'est reconverti vers l'Aerox et il a progressé extrêmement vite. Un peu comme vous, en fait, Jimmy, on va en parler dans un instant. Quentin, comme 20 000 autres participants, il a donc participé à une compétition d'Aerox qui s'est tenue au Grand Palais fin avril dernier. Donc l'Aerox, c'est quoi? C'est une compétition de fitness en salle qui mêle course à pied et des exercices dits fonctionnels. Donc 8 km de course, c'est quand même pas mal, et 8 stations d'exercice, donc du rameur, du skieur, des burpees, des traîneaux très lourds à pousser, des wall balls. Jimmy va tout nous montrer dans un instant. Donc c'est quand même une ambiance de compétition ultra spectaculaire. Le dress code, c'est torse nu, c'est mieux. et ce qui fait du bien, en tout cas, c'est un sport qui est pensé pour tous. Honnêtement, on voit des champions de CrossFit, qui est un autre format de sport, aux amateurs qui veulent se dépasser. Moi, je trouve ça génial. Il répond à une époque, en fait, où on cherche en permanence à prendre soin de sa santé physique et mentale, et ça fait du bien. Voilà, sans être forcément un sportif de haut niveau comme Jimmy Mohamed. Le sport, devient accessible à tous, et ça, on aime. Et donc, je crois d'ailleurs que vous en préparez un. Oui, en fait, on a fait une séance ensemble pour c'est dire ça. la vérité. On va faire une vraie séance prochainement ensemble. Et surtout, le prochain Aerox, on le fait ensemble, Jimmy. Très bien. Et vous serez torse nu, Jimmy? Ah non, torse nu, non. C'est pas dans ma DA, c'est pas dans ma direction. Et on montrera notre nombril. Et on montrera le nombril. Merci beaucoup, Pauline. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Somme. Et nous prenons la direction de sa célèbre baie. Avec ses grandes étendues de sable, c'est un lieu prisé des pêcheurs à pied. Ils espèrent trouver notamment des coques, mais ces coquillages peuvent être contaminés par des bactéries. Alors comment ces trésors de la mer sont-ils contrôlés? Gabriel Bray, Benoît Lordelot, Stéphane Gioviado. C'est le paradis de la pêche à pied. La baie de Somme, connue pour ses longues plages et ses zones humides particulièrement riches en sel, idéales pour la biodiversité. Des endroits que René Michon, dit Rainette, connaît par cœur. Oh, la pêche à pied, c'est tout un poème. Ma mère était pêcheur à pied, donc j'ai commencé à 9 ans. Et j'y suis encore. Cela fait 60 ans que Rainette se baisse pour pêcher.
Professionnelle, elle vend ses récoltes à ses clients. Aujourd'hui, pas de coq ni de moule, mais un animal peu ragoûtant. Alors, tout de suite, je ramasse des vers. C'est uniquement pour la pêche de loisir. Ce ver, c'est le Néréis diversicolore. Celui-là, il est très beau. Il a une belle ligne sur son dos. C'est son sang. Et quand on le retourne, c'est son tube digestif. En plus de ses appâts, Rainette récolte aussi des végétaux. Alors, tout ça, c'est de l'obione. Les grandes tiges que vous voyez là, c'est de l'obione. Dès qu'elle le peut, elle ramasse aussi un mollusque emblématique de la baie, les coques. Ici se trouve l'un des plus grands gisements d'Europe. Sauf qu'en ce moment, Rainette n'a pas encore le droit de les pêcher. Les coques sont fermées. On vit avec la nature. Il faut savoir accepter que il y a des moments où on peut bien gagner sa vie, puis il y en a d'autres, il faut savoir se retourner sur autre chose. Les coques, c'est un peu l'or blanc de la région. Leur goût délicat en font l'un des coquillages les plus prisés des gourmets. Mais elles présentent un risque sanitaire important car elles retiennent les bactéries et les toxines de la mer. Chaque mois, il faut s'assurer qu'elles ne sont pas contaminées. C'est le travail de Nine. Cet habitat-là qu'on peut voir, ce sédiment sablo-vaseux, c'est leur kiff. Là, c'est leur kiff. C'est vraiment un hotspot de la coque. Si on veut en voir, c'est vraiment ici, quoi. Donc là, je vais prendre la température du sédiment. Nickel. Température, check. Et les coques sont là, à quelques centimètres. Là, le but, c'est de ramasser des coques pour étudier leur contamination microbiologique et voir l'état sanitaire du gisement. Au total, une trentaine de coques sont nécessaires pour constituer un lot représentatif du gisement. Parfait, celle-là, on peut la garder. Il faut qu'elle soit à la taille commercialisable. Il faut aussi qu'elle soit vivante pour pouvoir réaliser les analyses correctement. Les coques sont ensuite conservées au frais, prêtes à être envoyées au laboratoire. C'est à 100 km de la baie de Somme, à Rouen, qu'elles vont être analysées. Une fois nettoyées, les coques sont broyées pour contrôler la présence ou non de bactéries à l'aide d'un additif. C'est du glutamate, donc c'est un milieu qui va permettre la croissance des Escherichia coli. C'est vraiment Escherichia coli qui est recherché. C'est un signe de contamination fécale. Il peut y avoir, à la suite de rejets de stations d'épuration et tout ça, une trop forte concentration d'Escherichia coli dans l'eau, qui peut contaminer les coquillages qu'on consomme. En grande quantité, cette bactérie provoque de graves infections alimentaires, pouvant entraîner des diarrhées ou des vomissements. Sa surveillance par des scientifiques est donc primordiale. Et donc ensuite, on vient ici pour incubation. Et on va les laisser suffisamment de temps pour s'assurer de leur développement. 24 heures plus tard, ces prélèvements s'avéreront négatifs. Ce jour-là, aucune présence d'Escherichia coli dans la baie de Somme. Mais les coques peuvent contenir d'autres toxines plus dangereuses encore pour l'homme, des phycotoxines produites par des microalgues. La plus anodine, on va dire que ça va être la phycotoxine amnésiante qui va avoir, comme son nom l'indique, des effets amnésiants, donc principalement neurologiques. Ensuite, on va avoir les toxines lipophiles, donc à effet plutôt diarrhéique, symptômes un peu gastro. Et la troisième famille qui va avoir effet paralysant, donc pouvant aller jusqu'à même causer la mort, puisque paralysie du cœur. Ces contaminations sont très graves, mais heureusement extrêmement rares. C'est pour écarter ce risque que le laboratoire analyse tous les coquillages de la baie de Somme. Et le bilan est rassurant. Donc nous avons de la chance, nous n'avons pas rencontré de phycotoxines dans les coquillages que nous étudions pour la baie de Somme et pour tout le littoral que nous étudions. Si les voyants sanitaires sont au vert, Rainette devrait bientôt pouvoir reprendre la pêche aux coques, à condition qu'il y en ait suffisamment pour les 300 pêcheurs professionnels de la baie, sans menacer l'espèce. Alors, je sais que certains ou certaines sont pressés, mais je vous rappelle que la pêche à pied des coques n'est pas encore ouverte dans la baie de Somme. Encore un peu de patience, donc. Les panneaux à l'entrée des plages vous signaleront s'il est autorisé ou non. Tout de suite, c'est Rémi qui répond à toutes vos questions. Et la question d'Amel, donc, est-ce qu'il faut se nettoyer le nombril à chaque douche et est-ce que ça va l'irriter si on le fait trop et comment bien le nettoyer? Alors, c'est vrai que chaque nombril a sa forme, mais en gros, il y a deux types de formes communes. Vous avez le nombril creux et les nombrils bombés. C'est un vestige de notre vie in utero, hein, c'est ce qui nous reliait à notre maman dans le nombril, au placenta, via le cordon ombilical. Et à la naissance, on coupe ce cordon, il reste un petit reliquat qui va tomber, puis une cicatrice qui est donc notre nombril. Et comme c'est une zone qui est un peu repliée sur elle-même, c'est vrai que
ça peut se remplir de petites saletés, notamment un peu de sueur, un peu de squame, un peu de sébum. Et tout ça, et plus les fibres des vêtements, tout ça, ça peut donner les petites peluches qu'on appelle aussi crottes de nombril. Ou les miettes de pain ou de sandwich ou de chips quand on mange. Quand on est torse nu. La boucle est bouclée. Sur le canapé, des fois, hop, une miette, ça fait une petite surprise. Une semaine après, vous trouvez des chips. Alors, Amel, vous voulez connaître la meilleure façon de nettoyer ce nombril? Alors, c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui ont un peu peur de toucher cette zone, de se faire mal, de l'abîmer. Et Pauline est en souffrance parce qu'elle... Vous n'aimez pas cette zone? Moi, je supporte pas. J'ai l'impression qu'on me rentre dans les viscères. C'est rien qu'image, vous voyez, là, c'est compliqué. Et ça a un nom, ça s'appelle l'omphalophobie, cette peur du nombril. C'est rigolo, ça. Donc, pour la nettoyer, en gros, ce qu'on va faire, on va vraiment y aller doucement. Avec les doigts sous la douche ou en laissant coulant l'eau, voilà, avec du savon, ça suffit. Mais par contre, pour les nombrils rentrés et un peu plissés, parfois, on peut avoir besoin d'utiliser un coton-tige 1 ou 2 fois par semaine en y allant vraiment très doucement avec un peu de savon, parce qu'il y a parfois des petits morceaux des saletés qui ne partent pas. 1 à 2 fois par semaine donc pour le coton-tige, et sinon tous les jours avec de l'eau et du savon, il n'y a pas de problème. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est bien sécher la zone, soit tout simplement avec une serviette propre ou un petit mouchoir. Et on évite, j'ai lu des choses, des produits agressifs, type de l'alcool ou des produits antiseptiques. Il n'y a absolument pas besoin si votre nombril est en bonne santé. On évite les gestes violents, les ongles et aussi un nettoyage excessif. Bah oui, parce que c'est une zone qui reste quand même assez sensible, pardon. Oui, absolument. C'est vrai que parce que sa structure, elle peut avoir plusieurs petits désagréments. Si on la lave mal, on peut avoir des mauvaises odeurs qui s'en dégagent, mais on peut aussi avoir un assombrissement de la zone quand c'est sale, mais également donc des irritations, des démangeaisons. Et pour les personnes qui ont des maladies inflammatoires de la peau, type eczéma et psoriasis, il y a souvent des plaques qui se localisent autour de cette zone, d'où l'intérêt d'en prendre soin et de pas trop la violenter. Et puis si votre nombril devient rouge ou vous démange, au bout d'un moment, ça peut être pas mal de consulter un dermatologue. Eh bien, merci de toutes ces précisions. On rappelle comment on fait pour les prochaines questions? Oui, donc c'est rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. Ah, vous le faites de tête, le numéro? Non, j'ai rajouté un petit coup d'œil à gauche. On passe à notre dossier du jour. Près d'un malade chronique sur 2 ne prend pas son traitement comme prévu. Par oubli, manque de temps, parfois pas peur des effets secondaires ou parce que ça fait trop de comprimés à avaler. Mais ce n'est pas sans risque. On vous aide à comprendre pourquoi c'est indispensable de bien suivre son traitement avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Stéphane Mouly, chef du service de médecine interne à l'hôpital Lariboisière. C'est la PHP et c'est à Paris. Bonjour professeur. Bonjour Jimmy. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. L'observance des traitements, c'est une problématique que vous rencontrez avec les patients que vous suivez. Certains vous le disent, docteur, je n'y arrive pas, ou vous vous rendez compte qu'ils ne prennent pas leur traitement? Le pire, c'est quand ils ne nous le disent pas. Parce que déjà, le fait de nous dire qu'ils ne prennent pas bien leurs médicaments, c'est déjà une partie du chemin qui est fait, et ça nous permet, nous, de nous adapter et d'être sensibles à l'observance. Mais l'observance, c'est un problème dans toutes les pathologies, et en particulier les pathologies chroniques au long cours, et les pathologies qui n'ont pas de symptômes. C'est-à-dire les pathologies qui n'ont pas de symptômes? C'est-à-dire l'hypertension artérielle, c'est une maladie, c'est un facteur de risque cardiovasculaire où on vous dit, vous avez 18-10 ou 16-10 de pression artérielle, attention, il faut que je vous donne un antihypertenseur. Ah oui, mais docteur, moi, je sens rien, j'ai pas de symptômes, j'ai pas mal à la tête, parce qu'on leur dit ce que ça peut donner. Et en fait, ce qui est très difficile à expliquer aux patients, et c'est le temps qu'on doit passer en consultation, c'est notre mission, c'est de leur dire, oui, mais contrôlez votre pression artérielle, justement, ça va vous éviter des complications et d'avoir une maladie hypertensive, donc une maladie cardiovasculaire, de réduire votre espérance de vie et d'augmenter le risque de décès. Parce que c'est une des maladies chroniques les plus fréquentes. Alors, on va vous expliquer pourquoi il est indispensable de prendre vos traitements quand vous souffrez d'hypertension artérielle. Alors, avant de consulter votre médecin, vous pouvez avoir de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire une tension artérielle trop élevée. Vous allez voir votre médecin qui va vous donner des conseils, vous prescrire un traitement très souvent, et puis votre tension artérielle va diminuer et tout va bien. Le problème, c'est que si vous ne prenez pas correctement vos traitements, vous risquez ce qu'on appelle des à-coups tensionnels, c'est-à-dire que la tension peut monter tout d'un coup à 15, 16, 18 ou plus. Et ça, on le sait que c'est délétère, notamment pour les artères, ce qui nous permet de répondre à la question de Léon Pierre, qui nous dit prendre un traitement pour l'hypertension. Il nous demande si c'est vraiment grave, s'il oublie parfois ses comprimés. Alors, c'est exactement la figure que vous avez montrée.
Non, c'est pas dramatique, il ne faut pas être obsessionnel, parce que de toute façon, c'est le meilleur moyen pour que les malades ne prennent pas leur traitement et soient dans l'opposition. Mais évidemment, plus on oublie de prise, on a aujourd'hui des médicaments dont la durée de vie dans l'organisme entre 2 comprimés est de plus en plus longue, ce qui permet une certaine pardonnance. C'est-à-dire, au lieu d'avoir... On prend matin et soir, si on va en oublie prendre le qu'une matin... seule fois par jour, par exemple. Il y a une maladie qui nous a beaucoup appris en termes de pardonnance, c'est le VIH. Dans l'hypertension artérielle, c'est pareil. Mais si on oublie régulièrement des prises de médicaments, inévitablement, à un moment donné, les à-coups tensionnels vont être dangereux. Géraldine nous dit qu'elle a un traitement pour le cholestérol, mais elle dit à quoi ça sert? Je n'ai aucun symptôme. Comme l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, c'est démontré, et il y a encore une étude, ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse de toutes les études cliniques, publiée dans un très grand journal international qu'on appelle le JAMA, au niveau de ce que les gens connaissent, et qui montre bien que plus pour les gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire ou une hypercholestérolémie avec un excès de mauvais cholestérol, le LDL, plus on baisse ce mauvais cholestérol et plus on réduit le risque d'événements cardiovasculaires. Donc de tomber malade, d'avoir un accident vasculaire cérébral, un infarctus, une artérite, etc. Donc n'attendez pas d'avoir des symptômes de maladies cardiovasculaires, on vous incite vraiment à prendre votre traitement. Rime. Et est-ce que vous constatez qu'à force d'en parler, les gens, pour les antibiotiques, ils arrivent à tenir tout le temps du traitement, ou il y a encore beaucoup de gens qui arrêtent avant la fin? Alors non, l'antibiothérapie est aussi un bon exemple parce qu'on a beaucoup progressé en matière d'antibiothérapie pour 2 choses. D'abord, on en prescrit plutôt moins, ça c'est plutôt bien, comme ça les malades savent que si on leur prescrit un antibiotique, c'est qu'il y a une vraie indication. Et surtout, l'antibiothérapie est un très bon exemple parce qu'il y a de plus en plus d'études dans beaucoup de maladies infectieuses différentes, pneumonie, prostatite, etc., infections urinaires, où on a démontré qu'on prescrivait trop et trop longtemps. Donc vous voyez que nous-mêmes, nous nous remettons en question. Et aujourd'hui, là où vous traitiez une pneumonie en 14 jours d'antibiotiques, 7 jours suffisent. Pareil pour une infection urinaire, 5 jours pour une infection ORL. Donc c'est beaucoup plus facile de dire à un malade « prenez votre traitement pendant 5 jours » que de lui dire pendant 10 jours. On a parlé d'hypertension artérielle, on a parlé des antibiotiques. Dans quelques instants, on parlera de la thyroïde, de l'arthrose, des douleurs. Mais là, on va vous parler de l'asthme. Car parmi les patients qui ont le plus de mal à suivre leur traitement, il y a les asthmatiques. Alors, pour les convaincre, plusieurs hôpitaux proposent des séances d'éducation thérapeutique. Car en fait, si on comprend mieux sa maladie, on aura tendance à mieux prendre ses traitements. Reportage Julien Dubois, Arnold Gerster, Nathalie Vincenti. Prendre son traitement contre l'asthme 2 fois par jour, un geste devenu automatique pour Séverine Table, mais qui n'allait pas de soi pendant plusieurs années. Ce traitement-là, normalement, j'y l'ai depuis une quinzaine d'années, mais ça fait que 2 ans vraiment réellement que je le suis. Elle se contente d'utiliser un bronchodilatateur ponctuellement quand elle se sent trop essoufflée. Tous les ans, Séverine fait plusieurs passages à l'hôpital lors de ses crises les plus sévères. Je prenais mon asthme à la légère, tout simplement. Quand je faisais des crises, en fait, j'allais aux urgences pour faire des aérosols et je ressortais. En fait, j'avais tellement l'habitude de vivre comme ça, en fait, que je me dis c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Il n'y avait pas besoin de prendre de traitement. Un raisonnement qu'elle tiendra jusqu'à une grave crise fin 2023. Elle est hospitalisée pendant 10 jours. Une frayeur pour la mère de famille et un déclic sur l'importance de prendre correctement son traitement. Je pensais connaître vraiment mon corps par rapport à cette crise-là, et alors qu'elle était beaucoup plus importante que je pensais. Depuis, Séverine suit son traitement scrupuleusement et avec cette routine, elle a pu reprendre l'activité physique sans se sentir limitée. Marcher vite, faire du sport et surtout j'aime bien aller danser. Et avant, je ne pouvais plus aller danser. J'étais tout le temps encombrée et ça sifflait très rapidement. Là, je revis. C'est une deuxième vie en fait. Je ne referai pas la même erreur que j'ai fait pendant des années. C'est impossible. Comme Séverine, une personne asthmatique sur 2 ne suit pas correctement son traitement. À l'hôpital de Montfermeil, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Des ateliers d'éducation thérapeutique sont organisés pour aider les patients à mieux comprendre leur pathologie et mieux adhérer au traitement. Cela commence par un entretien individuel avec une infirmière en pratique avancée. Ça fait longtemps que vous avez un traitement pour l'asthme? Oui, depuis l'âge de 16 ans.
D'accord. Je refusais de le prendre parce que j'avais des tremblements, je me sentais vraiment pas bien quand je le prenais. Et on vous a jamais expliqué qu'il y en avait un qui était à prendre sur le long cours et l'autre plutôt en cas de besoin? Pour moi, c'était Ventoline, on attend un petit peu, et Bécotide ensuite. D'accord. Pour Karine, cet accompagnement met un terme à plusieurs années de mauvaise observance. Mon médecin traitant, il y a 30 ans, ne m'a jamais expliqué correctement ce qu'était l'asthme et comment prendre le traitement. Et je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. L'atelier se poursuit en petits groupes avec ce pneumologue. L'objectif, sensibiliser sur le fonctionnement des anti-inflammatoires et des bronchodilatateurs. Les médicaments que vous prenez au long cours, leur rôle, c'est de prévenir les symptômes de l'asthme. Si vous ne prenez pas votre traitement, eh bien, vous allez augmenter l'inflammation et vous retrouver aux urgences. Ce passage par l'école de l'asthme permet aux patients de diminuer sensiblement leur nombre de crises et de mieux les gérer. On réduit de 69% les hospitalisations, on réduit les prises de corticoïdes, les arrêts de travail. Donc il y a vraiment un intérêt à développer cette prévention. Les patients qui bénéficient de cet accompagnement seront suivis pendant plusieurs mois pour mesurer l'impact de l'éducation thérapeutique sur la survenue de leur crise d'asthme. Là, on a l'exemple de l'asthme, mais en fait, nous, les médecins, on devrait prendre du temps pour expliquer les maladies d'une manière générale, puisqu'on annonce la maladie, mais parfois on ne l'explique pas. Oui, et on peut aussi expliquer pourquoi on prescrit tel ou tel médicament et comment ça marche. On a cette question de Sophie qui nous dit prendre un traitement pour la thyroïde. Elle avoue qu'elle a déjà adapté la dose d'elle-même en diminuant son traitement parce qu'elle se sentait pas très bien. Est-ce qu'il y a un risque à gérer soi-même son traitement et adapter les doses? Alors, c'est une réaction naturelle. Le seul risque, c'est qu'elle bascule dans l'extrême inverse, l'hypo ou l'hyperthyroïdie, mais elle le saura rapidement parce qu'elle va avoir d'autres symptômes. Et le risque, il est vis-à-vis du médecin. C'est-à-dire que si vous arrivez avec des symptômes sans avoir dit au médecin que vous avez modifié sa prescription, il ne saura pas quoi faire. Mais on n'est pas... C'est marrant, votre réponse est intéressante, parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, on aurait peut-être dit « Ah, surtout pas, vous ne touchez pas, c'est nous les médecins, c'est nous les docteurs, et vous faites ce qu'on vous dit. » Non, mais ça ne marche plus. C'est terminé, ça. On n'est plus au 21e siècle. En plus, on est dans le siècle de la défiance et de la désobéissance, surtout vis-à-vis de l'autorité que les médecins, malgré tout, continuent de représenter. Donc non, il faut s'adapter. Et les malades ne sont pas des imbéciles. Si on leur explique, ils comprennent. Moi, je veux vous poser une question, parce que pour avoir été dans cette situation quand j'étais à l'hôpital, bon, c'était pas du tout une maladie chronique, mais je peux comprendre cette forme de rébellion à désobéir, de ne pas prendre finalement ce qui est prescrit. C'est quoi le profil des patients qui refusent, qui disent pas qu'ils arrêtent le traitement concrètement? Alors, il y a plusieurs profils, mais en règle générale, c'est d'abord la peur du médecin et de l'autorité. On ne dit pas qu'on ne prend pas, mais on ne prend pas. La peur vis-à-vis des médicaments. Les médicaments, c'est quand même quelque chose de non naturel. Donc, on a une impression de violation de son espace naturel. On a l'impression de prendre quelque chose d'étranger. C'est un corps étranger. Il y a aussi le même profil que les antivax d'il y a 5-6 ans. Ceux qui sont dans la défiance de l'industrie pharmaceutique, dans la défiance du médicament, dans la défiance du corps médical. Voilà comment je peux résumer rapidement les profils. On a parlé des oublis de prendre ses médicaments tout à l'heure. Si on a l'habitude de prendre son médicament le matin et qu'on s'en rend compte le soir, 21h, 22h, qu'est-ce que je fais? Je le prends ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le lendemain? Alors, il y a certains médicaments qu'il faudra prendre, notamment ceux qui ont une durée de vie dans l'organisme qui est courte, quelques heures, parce qu'on sait qu'au bout, et le mode de calcul est assez simple, pour nous, les médecins en tout cas, au bout de 5 demi-vies, il n'y a plus de médicaments dans l'organisme. La demi-vie, c'est le temps nécessaire à la moitié de ce que vous ingérez d'être éliminé. Et comment on le sait, la demi-vie du médecin? Oui, les malades ne le savent pas. C'est à nous de ne pas leur faire une démonstration et une explication trop complexe, mais de leur dire, voilà, il y a tel médicament, je pense aux anticoagulants, par exemple. Si vous oubliez un anticoagulant que vous prenez habituellement le matin, vaut mieux éviter de le prendre le soir, parce que le risque, c'est qu'il s'accumule avec celui que vous n'allez pas oublier de prendre le lendemain matin. Oui. Et du coup, il augmente le risque de saignement et donc d'effets indésirables. Odile nous dit elle prend un traitement contre l'arthrose. Elle nous demande s'il est utile de le prendre, même lorsqu'elle n'a pas trop de douleur. Absolument pas. Les antalgiques et les anti-arthrosiques, je rappelle que tous les anti-arthrosiques d'action lente, ceux qui étaient censés modifier nos cartilages et améliorer nos interlignes articulaires, ont été déremboursés justement parce qu'ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Donc, quand on prend un antidouleur
parce qu'on a de l'arthrose, des douleurs aux genoux, aux épaules, j'en sais rien, quand on a pas mal, on ne le prend pas. Ça répond en partie à la question de Maryse qui nous dit est-ce que les antidouleurs perdent de leur efficacité si on ne les prend pas régulièrement? Non, absolument pas. Absolument pas. On a cette question de Brieux qui nous dit prendre des médicaments à base de statine, sauf que ça lui donne des douleurs, notamment au niveau des bras. Il nous demande est-ce que je dois attendre la fin des douleurs avant de reprendre une autre statine? Donc on sait que ces médicaments contre le cholestérol peuvent avoir des effets secondaires. Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression qu'un médicament nous donne des effets secondaires? Il faut en parler à son médecin. Alors là, pour le coup, je vais peut-être être un peu plus péremptoire qu'au début de l'émission. On ne peut pas prendre la décision d'arrêter le médicament sans en parler au médecin. Parce qu'il y a une série d'effets indésirables qui ne sont pas forcément liés au médicament alors que les malades pensent qu'ils le sont. Et ça, c'est très important. Anne-Marie nous demande pourquoi certains médicaments doivent être pris avant le repas, à jeun parfois, ou parfois après le repas. Ça, c'est le... Alors ça aussi, très, très, très intéressant comme question. Il y a tout simplement des médicaments qui ont besoin d'un repas pour être très bien absorbés et être très efficaces, et d'autres, au contraire, je pense à certains antibiotiques, qui ont besoin d'être pris à jeun, parce que si on les prend avec le repas, ça réduit de 50% leur absorption. L'hormone thyroïdienne en est un exemple. Si vous ne la prenez pas à jeun, au moins 15 à 20 minutes avant le petit déjeuner, c'est comme si vous preniez 50% de la dose que vous pensez avaler. Qui c'est qui doit nous préciser ça? C'est le médecin ou c'est le pharmacien? C'est le médecin. Les deux. Mais en théorie, c'est ma grande lutte depuis 20 ans. Les médecins ne s'intéressent pas assez aux médicaments. Et donc, je lance un message. Il faut que les médecins s'intéressent et soient formés à la thérapeutique et à la pharmacologie, sans en faire des caisses, mais qu'on puisse être capable d'expliquer aux malades ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et ça va changer la donne en termes d'observance. Ouais, justement, Jimmy parlait du pharmacien, c'est ce que je me disais, on n'a pas toujours accès à son médecin. Du coup, aller en pharmacie, ils peuvent nous dire quand on prend plusieurs médicaments exactement comment les prendre? Bien sûr, ils ont ce rôle, c'est un rôle majeur de ce duo médecin-pharmacien, où les pharmaciens ont la possibilité d'expliquer aux médecins comment prendre le médicament, comment espacer les prises, comment ne pas prendre tel ou tel médicament quand on en prend plusieurs en même temps. Mais c'est le médecin qui prescrit. Professeur, il nous reste 1 minute de questions, et on a encore plein de questions. Marion nous demande si elle peut regrouper tous ces médicaments en une seule prise pour les simplifier. Au lieu de prendre matin, midi et soir, allez, je prends tout le matin, comme ça, c'est fait. Oui, à quelques exceptions près, elle peut. C'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Ou le soir, pour ceux qui n'aiment pas prendre les médicaments le matin. Est-ce que ça peut aider, ce genre de choses, le pilulier, tout simplement? On a l'impression que c'est un truc pour les vieux. Je caricature, mais au quotidien, ça peut servir à beaucoup de personnes? Non, vous avez raison, Jimmy. C'est très assimilé aux vieux, les piluliers. Or, ça peut, pour les personnes, quel que soit leur âge, qui ont beaucoup de traitements, ça aide beaucoup. Et je rappelle qu'il y a des piluliers électroniques avec des applications smartphone qui vous donnent des petites alertes. Et c'est très facile. Michel nous demande si on peut couper ou écraser un comprimé pour mieux l'avaler, si on a du mal à l'avaler. Ça dépend lequel, car malheureusement, certains comprimés perdent leur principe actif quand vous les écrasez ou vous les modifiez. Mais en règle générale, on peut. Alors on a 10 secondes, c'est dur de répondre en 10 secondes. On m'a prescrit de la cortisone. Pourquoi est-ce qu'il faut bien respecter les doses de cortisone? Parce que les baisser trop vite vous expose au risque d'insuffisance surrénalienne et les augmenter plus que ce qui est prescrit vous expose au risque d'effets indésirables et de diabète, notamment. Franchement, expliqué en 10 secondes. C'est bien. Vraiment, c'est très fort. Vraiment, je n'aurais pas fait mieux. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Benjamin, Pauline. C'est toujours un plaisir. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Demain, on répond à toutes vos questions sur la cellulite et les moyens qui existent pour la traiter. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5 et je vous dis à demain.